Mémoire du général Toussaint Louverture. Écrit par lui-même et pouvant servir à l'histoire de sa vie, précédé d'une étude historique et critique, suivie de notes et renseignements. Avec un appendice contenant les opinions de l'empereur Napoléon Ier sur les événements de Saint-Domingue. Par Saint-Rémy, avocat aux cours impériales de l'Ouest et du Sud, Paris Panierbe, libraire-éditeur, rue de Seine 18, 1853. Le même ouvrage se trouve à Saint-Thomas, chez M. Guillerup, au Cap-Haïtien, chez M. Terlonge fils, à Jacmel, chez M. Ultimo Lafontan, au Port-au-Prince, chez M. Romulus Villemenet, à Jérémy, chez M. Richemont-Rousier, au Caille, chez M. Timagéné Rameau, au Gonaïve, chez l'auteur, Saint-Denis. Typographie de Prévost et Drouard. À Madame Mistress Harriet Beecher Stowe, auteur du roman philosophique La case de l'oncle Tom ou Vie des nègres aux États-Unis. Madame, permettez-moi de mettre sous la protection de votre illustre renom les mémoires qu'écrivit le premier des Noirs sur l'histoire de sa vie, ainsi que l'étude dont j'ai fait précéder ces mémoires. C'est un hommage que je crois devoir vous rendre en ma qualité de membre de la race opprimée dont vous avez si généreusement, si glorieusement et si heureusement entrepris la cause. Si la splendeur de vos talents assure à votre nom l'immortalité, la grandeur de votre âme n'assure-t-elle pas à votre personne l'estime, l'admiration et la reconnaissance des hommes de ma couleur? C'est au sein des États de l'Union qu'il faut aujourd'hui attaquer l'esclavage, comme vous l'avez si bien fait. Vous réussirez à vaincre le monstre, parce que vous avez pour vous la vérité, fille du ciel. N'est-ce pas, madame, qu'il est honteux qu'au XIXe siècle du christianisme, la diversité de l'épiderme puisse servir encore dans quelques contrées de signe de proscription entre les différentes branches de la famille humaine? Daignez, madame, agréer l'expression de mon dévouement aussi sincère que respectueux. Saint-Rémy, Paris, le 1er février 1853. Études historiques et critiques. L'oligarchie coloniale n'épargna aucun moyen de compression, aucun raffinement de barbarie pour maintenir sur la race africaine et ses descendants le poids de sa toute-puissante exploitation. Alors, comme pour légitimer la violation de tous les principes du droit naturel, on proclama tout haut l'inaptitude intellectuelle et morale de cette race. Mais qui s'étonnerait donc que, sous l'empire de l'esclavage, le nègre soit resté si longtemps étranger aux bienfaits de la civilisation? Le moyen de marcher, a dit le chancelier Bacon, quand on a un bandeau sur les yeux et des fers aux pieds. Note 1. Novum Organum, ouvrage philosophique de Francis Bacon, écrit en latin et publié en 1620. Extrait du même ouvrage, l'empire de l'homme sur les choses est fondé sur les arts et les sciences seuls, car on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Fin de note. Aussi, l'homme noir lui-même se crut fatalement condamné par la nature à l'obéissance et à la servitude. Bien plus n'a-t-on pas vu l'homme blanc dans le même état de dégradation, alors que les ténèbres du Moyen-Âge couvrirent de leur voile l'intelligence des peuples européens. Ce double phénomène prouve que l'esclavage enfante partout les mêmes maux. N'est-ce pas alors le comble de la perfidie que de dire aux nègres « Tu resteras esclave parce que tu es ignorant ». À cela ne pourrait-on pas répondre « S'il est ignorant, c'est qu'il est esclave ». L'Égypte, qui fut le centre d'une grande civilisation, n'était peuplée que de Noirs. Ces Noirs ne créèrent-ils pas des choses prodigieuses qui jusqu'à présent font l'objet de notre admiration? Que si l'on ne veut pas admettre que la population primitive de l'Égypte fut noire, contre l'autorité d'Hérodote, qui visita ces contrées sous les pharaons, de Volney qui, par sa propre investigation, confirma l'expérience de son devancier, d'un grand nombre d'autres savants des temps antiques et modernes, ne suffirait-il pas, comme on l'a déjà souvent fait remarquer, de voir le célèbre Sphinx pour y reconnaître parfaitement le type distinctif de la race éthiopienne? Note 1. Hérodote, traduction de Larcher, Paris, 1786, livre 2, section 104. 2. Volney, Voyage en Égypte, Paris, 1787, tome 1, page 72. 3. Sphinx, espèce de dieu de l'antique Égypte. Il se trouve près des pyramides, à 12 myriamètres du Caire, vers l'Occident.
Sa grandeur est telle qu'il a dû être taillé sur place dans un immense rocher. Il est enfoui dans les sables jusqu'aux épaules. Il a, dit Volney, la tête caractérisée nègre. Fin de note. Mais en concédant que la population égyptienne fut d'origine caucasienne, l'on sait, à n'en pas douter, qu'au moment où la terre des pharaons était au plus haut degré de civilisation, l'Europe était dans la plus complète barbarie. Rien n'y manquait pour caractériser l'état sauvage, pas même les sacrifices humains. Or, appartenait-il aux Égyptiens de ces temps reculés de proclamer l'inaptitude des peuplades européennes à de meilleures destinées, de dire qu'elles étaient condamnées par Dieu à rester éternellement plongées dans les ténèbres de l'ignorance et de la superstition, partant vouées à vivre et à mourir dans l'esclavage? Non, assurément non, car le sophisme n'appartient pas à l'humanité. J'infère de là qu'il n'est permis aux Blancs de raisonner suivant cette hypothèse à l'égard des nègres, pas plus qu'il ne l'eût été aux Égyptiens à l'égard des Européens. La civilisation ne visite pas toutes les contrées à la fois. Il lui a fallu des siècles pour se répandre de l'Inde en Égypte, de l'Égypte en Grèce, de la Grèce en Italie, de l'Italie dans le reste de l'Europe. Laissez-lui le temps de se répandre en Afrique. Chaque race, comme chaque peuple, brillera à son tour sur la terre. Les sociétés n'ont jamais toutes progressé à la fois. Ce n'est que quand le soleil disparaît d'une contrée qu'il en éclaire une autre. Ainsi va la civilisation. L'histoire nous l'enseigne. Il ne faut jamais et dans aucune circonstance tout vouloir à la fois, dit M. Jacques Arago. Dieu plus puissant que l'homme fit le monde en 6 jours, et quel monde encore? Une semaine de plus n'aurait rien gâté, je pense. Note 1. Souvenir d'un aveugle. Voyage autour du monde. Tome 11, page 3, 135. Paris, 1838. Fin de note. Et qui sait après tout si en ce moment, il ne s'élabore pas dans les masses noires un travail capable un jour d'étonner la civilisation européenne, qui sans doute n'est pas à la pénultième puissance de la force humaine? Car enfin les ennemis des Noirs n'ont évidemment affirmé l'inaptitude intellectuelle de cette race, que pour mieux consolider l'édifice de l'esclavage. Mais comment et par qui cette inaptitude a-t-elle été constatée? A-t-on démontré qu'elle est inhérente à la nature du Noir? N'est-ce pas plutôt la position géographique de l'Afrique qui jusqu'à ce jour l'a tenue éloignée du contact bienfaisant de toute civilisation? N'est-ce pas en Amérique la condition politique dans laquelle il fut si cruellement relégué qui arrêta l'essor de ses facultés? Je ne parle pas ici des îles espagnoles, ni des États de l'Union, où il faut espérer qu'avant 10 ans, les Noirs redeviendront libres aussi. Comment alors peut-on loyalement venir reprocher aux nègres leur infériorité morale et intellectuelle? Qu'a-t-on jamais fait pour ouvrir leurs yeux à la lumière? Je dirais de ma race ce que M. Arago dit des habitants des îles Mariannes, dans l'ouvrage déjà cité. On ne lui a pas encore dit où est la vérité et ce qu'est la vérité. Dès qu'on lui aura appris la route à suivre, soyez sûr qu'il ne la déviera pas. Et si les mœurs primitives triomphent quelquefois des nouvelles institutions, c'est qu'il y a dans celles-ci tant de misère et de folie que le bon sens, qui est une propriété de tout ce qui respire, en fait prompte et bonne justice. Or ceux qui reprochent aux Noirs la barbarie qui enveloppe leur contrée, oublient-ils que ce sont eux-mêmes qui y ont systématiquement entretenu le mal si nécessaire au succès du commerce de la traite, et que l'affreux régime colonial ne nous a jamais donné que travail et indigence, terreur et supplice? Oublient-ils que leur politique commandait que nous fussions éternellement plongés dans les ténèbres de l'ignorance? On a dit encore que l'angle facial du noir, excessivement aigu, ne laisse que peu de développement au cerveau, siège de l'intelligence. Note 1. Réflexion sur l'affranchissement des esclaves par de Lacharrière, Paris, 1828. Fin de note. Jadis, on invoquait contre nous l'autorité mystique de la Bible. On prétendait que nous descendions de Cham, que Dieu lui-même avait voulu notre asservissement. Mais ceux qui croient au péché originel ont-ils le droit de se dispenser de croire à la rédemption? Battus sur le terrain de la Genèse, où tout n'est que doute et confusion, les colons en sont venus à invoquer la science contre la race noire. Qu'on nous le dise, sur quelles investigations ont-ils fondé leur critérium?
Quels crânes de nègres ont-ils palpés, mesurés, pesés? Sans doute ceux des malheureux qu'ils avaient abrutis, dont ils avaient comprimé ouah idée, loin de la réveiller, et qui par cela même durent avoir le crâne déprimé. Mais soyons justes, il ne peut pas plus appartenir aux colons d'invoquer la science contre nous, qu'il ne peut appartenir aux seigneurs russes de l'invoquer contre leurs serfs. Il ne leur appartient pas plus d'expérimenter sur les crânes de quelques infortunés abrutis par la misère, et de conclure de là que le crâne de tous les nègres est déprimé, qu'il ne m'appartient à moi, homme noir, d'expérimenter sur le crâne de quelques esclaves kalmouks, et de conclure aussi que le crâne de tous les blancs est déprimé. Mais qu'importe en somme la règle de l'angle facial, si souvent invoquée pour légitimer l'oppression des races par les races? L'intelligence n'est-elle pas impondérable? Comment alors lui mesurer un espace où elles doivent s'abriter? Je sais que la physiologie renferme deux grandes écoles, dont les sommités brillent, de part et d'autre, d'une immense splendeur: Camper, Sommering, Cuvier, Viré, Lawrence, font dans leur ontologie sortir le nègre d'un monstrueux accouplement. Ils lui refusent l'invention et le perfectionnement qu'ils n'accordent volontiers qu'aux blancs. Mais Blumenbach, Tiedemann, Lavater, Brousset, Prichard et d'autres savants viennent démentir leurs adversaires en proclamant la mutualité des forces expansives de l'humanité. Note 1. J'engagerai mes compatriotes à lire surtout Dissertation sur les différences que présentent les traits du visage chez les hommes des différents pays, des différents âges, par Camper, Utrecht, 1791. Histoire naturelle du genre humain, par Viré, Paris, 1824. 2. J'engagerai encore à lire De Generis Humani Varietat Nativa, par Blumenbach, Göttingen. De Swing, Histoire naturelle de l'homme, par Prichard, traduction de Roulin, Paris, 1843. Définition: Kalmouk, adjectif, d'une ethnie mongole d'Asie occidentale. Fin de note. Que conclure de tout cela? C'est que la science qui voudrait condamner l'intelligence du nègre, en la frappant de stérilité, n'est fondée sur aucune expérience positive. Tout y est à l'état d'hypothèse plus ou moins hardie, plus ou moins ingénieuse. Remontons à un ordre d'idées plus élevé. Voyons si la morale et la logique permettent de croire à l'infériorité intellectuelle de la race noire. L'unité du type de l'espèce humaine est un fait proclamé par la révélation. Cette unité est de plus avouée par les plus grands génies, Buffon, Blumenbach, Herder. Arrêtons-nous à ces trois citations. Les hommes qui ont étudié la nature et l'histoire s'accordent donc à croire que le genre humain sortit du même berceau et qu'à mesure qu'il se répandit sous les zones plus ou moins chaudes, son épiderme dut tendre à se rembrunir. Ce phénomène deviendra sensible pour tout observateur qui se sera donné la peine de parcourir la carte de notre planète. Il y verra en effet, en partant du pôle Nord et se dirigeant au pôle Sud, les populations se colorer et arriver progressivement au noir-jet. Mais si sous la même latitude et à l'antipode correspondant, il ne voit pas le même phénomène se reproduire, qu'il ne s'en étonne point. S'il regarde plus attentivement, il reconnaîtra par exemple que la population du Mexique n'est pas aussi noire que celle du Dongola. D'abord, l'Amérique fut peuplée plus tard que l'Afrique, et de plus, le royaume de Dongola est situé non loin de grands déserts qui augmentent l'intensité de la chaleur, tandis que le Mexique se trouve situé au centre d'immenses forêts, coupées en tous sens de rivières et de lacs. Il est vrai qu'on peut me dire, avec Viret, que si la coloration de l'épiderme dépendait de la température des différentes zones, un nègre né en Europe devrait avoir la coloration des habitants de cette partie du monde. À cela, je répondrai d'abord que la nature procède lentement, que les siècles sont pour elle moins que des secondes, que si loin que puisse s'étendre notre imagination, nous n'avons rien embrassé de la marche de l'éternité. Puis je laisserai parler M. Prichard. Les variétés de couleurs, dit-il, dépendent en partie du climat, de l'élévation du pays au-dessus du niveau de la mer, de la distance plus ou moins grande où il se trouve de la côte. Ces mêmes conditions, on ne peut guère en douter, exercent aussi une action sur la conformation du corps humain. Mais on a remarqué que les formes du corps, chez les différentes races, paraissent se modifier plutôt sous l'influence du genre de vie et des habitudes que sous celle des climats. Et cette remarque a quelque chose de vrai, quoique jusqu'à présent, on ne l'ait encore appuyée que sur des conjectures.
Prouver par de bonnes observations, dans le cas de l'espèce humaine, la réalité de ces rapports entre les formes et les habitudes serait réellement une très belle découverte. Si j'osais indiquer ici quelques-uns de ces rapports, ce serait en remarquant, d'une manière générale et sans prétendre que la loi ne soit sujette à beaucoup d'exceptions, qu'il y a dans l'espèce humaine, relativement à la forme de la tête et à quelques autres caractères physiques, trois variétés principales, lesquelles prédominent, l'une chez les peuples sauvages et chasseurs, l'autre chez les races pastorales et nomades, l'autre, enfin, chez les nations civilisées. Tiens, Mais Viré ne se contente pas de nier l'influence du climat sur la couleur et les formes de l'espèce humaine, entrant dans un autre ordre d'idées tout en faisant des vœux pour l'amélioration de ma race. On va, dit-il, jusqu'à douter que le nègre ait l'âme assez ferme, assez élevée pour être jamais capable d'une vraie liberté, car celle-ci exige, pour être conservée, celte force de caractère qui sait immoler ses passions à l'intérêt public et à sa patrie. Le nègre, dit-on, est trop apathique pour garantir son indépendance, et cependant trop furieux dans ses transports pour se modérer dans l'exercice du pouvoir. Il n'est jamais en un juste milieu. Comme les âmes serviles, s'il ne craint, il opprime, et s'il n'opprime, il craint. Note 1. Histoire naturelle de l'homme. Paris, 1843, tome 2, page 96. 2. Dictionnaire des sciences médicales, article nègre, volume 35, Paris, 1819. Définition de apathique, adjectif et nom, qui manque d'énergie ou de réactivité émotionnelle. Fin de note. Viré ignorerait-il que ce caractère psychologique qu'il a signalé appartient à toutes les races, à un degré plus ou moins développé, suivant le degré de la cruauté des individus et de l'ignorance des masses? Qui répondra à l'espèce de dilemme que vient de poser Viré? L'éducation, car c'est elle qui donne à l'homme la conscience de sa dignité, le porte à éviter le mal, à le réparer et à ne faire en un mot découler ses actions que de l'empire de la justice. Maintenant, entrons dans le domaine de la logique. L'anatomie nous présente l'homme noir exactement constitué comme l'homme blanc, chez l'un comme chez l'autre, mêmes organes, pour les organes, même fonction. Or, si l'organisme du nègre est semblable à celui du blanc, les aptitudes, comme les appétits, doivent être les mêmes. Comment un homme constitué comme moi ne pourrait-il pas aussi bien développer son autonomie? Barème mentirait-il? Il est vrai que l'anatomie trouve entre le derme et l'épiderme du noir une matière colorante qu'elle appelle pigmentum. Mais si la couleur de l'homme est un phénomène du climat, pourquoi le pigmentum n'en proviendrait-il pas aussi? Cependant, la dissemblance des aptitudes existerait-elle, qu'elle n'eût rien prouvé? De même que chaque homme a son caractère, sans cesser d'être homme, chaque race a sa civilisation, sans cesser d'appartenir à la grande famille humaine. Combien d'hommes valent mieux les uns que les autres? Qu'on nous dise en quoi la civilisation moderne vaut mieux que celle du vieil Hindustan ou de la vieille Égypte. Aux yeux de l'histoire, toutes les races se mêlent, se confondent. Comme à nos yeux, tous les hommes se mêlent, se confondent dans le bruit, chacun avec son cri, son aspiration. Je croirais de plus que la différence de la couleur, loin d'être une occasion de haine entre les hommes, devrait être la cause d'une louable et fraternelle émulation. Quand les gouvernements modernes auront bien réfléchi sur cette question, qui n'est encore qu'un sujet d'embarras dans leur marche, ils trouveront sans doute les moyens de faire converger les diverses races vers la gloire et le bonheur commun. Le premier pas à faire, ce me semble, serait de ne donner de prérogatives qu'à l'intelligence et à la vertu. Enfin, ni la science, ni la morale, ni la logique ne peuvent laisser de doute sur les aptitudes diverses du nègre. Nous pouvons dire avec M. de Bretonne: la variété des races n'exclut en rien l'unité de l'espèce. Cette unité existe dans les véritables attributs qui la distinguent des autres générations animales. Nier l'humanité pour les nègres serait la nier également pour les blancs, car les uns et les autres sont séparés des animaux pour les mêmes attributs. Leur activité seule y met des différences. De même que la différence d'organisation établit une échelle entre les animaux, la variété entre les races établit une ligne de démarcation entre les peuples. L'histoire les classe d'après le plus ou moins de perfection de leur civilisation. Note 1.
Histoire de la filiation et migration des peuples, Paris, 1837, tome 1, page 153. Fin de note. Fin de section 0, partie 1.